mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ces moments de détente pour travailler, pour préparer vos examens. Le cours d'aujourd'hui, il va porter sur le graphe 7, sur les exercices de graphe 7. On a vu la séance dernière le graphe 7, comment il évolue, à quoi il sert. On va voir cette séance, comment on va exploiter un graphe 7, comment on peut automatiser un système à travers, bien sûr, un cahier de charge spécifique. Donc, on va commencer dans un premier temps par donner un récapitulatif sur ce que c'est qu'un système automatisé. Donc, un système automatisé est composé de plusieurs éléments qui exécutent un ensemble de tâches programmées sans l'intervention de l'homme. Donc, on a un système automatisé, c'est un système qui va nous permettre de passer d'une étape initiale, une étape où tout est figé, jusqu'à la fin de l'exercice sans que l'homme intervienne. De quoi est composé un système automatisé? Un système automatisé est composé de deux parties essentielles. Il y a la partie, ce qu'on appelle la partie commande, c'est elle qui donne les ordres à la partie opérative, c'est la partie qui va réaliser la tâche. Et puis, il y a la partie opérative, c'est la partie qui va exécuter le tâche qui va, en fonction des ordres qu'il va recevoir de la partie commande, elle va exécuter la tâche. On a ici un système représenté d'un système automatisé. Donc, vous pouvez voir, on a la partie qui traite les informations, c'est la partie commande, qui, en fonction des ordres qu'il va recevoir ou des informations qu'il va recevoir, soit d'un opérateur, un homme, soit des capteurs, qu'elle va traiter ces informations et, en conséquence, envoyer des consignes à la partie opérative pour les exécuter. Mais en retour, la partie opérative, elle envoie un compte rendu à la partie commande pour signifier est-ce que les tâches ont été réalisées ou pas. Si les tâches ont été réalisées à la bonne heure, sinon l'ordre est reformulé autrement. Donc nous, on va s'intéresser à cette partie, la partie commande, ou du moins à une partie de la partie commande. Donc exemple de partie commande. La partie commande est peut-être représentée soit par un boîtier de commande, comme le cas des voitures actuellement. On a un calculateur, c'est lui qui gère toute la voiture, ou encore d'un microprocesseur en kit, ou carrément d'un ordinateur, ou d'un API, un automate programmable industriel. Par contre, pour la partie opérative, c'est la partie qui exécute les tâches. Ça veut dire que c'est la partie qui reçoit une énergie, qu'elle soit électrique ou pneumatique ou hydraulique, et en fonction de ça, va la convertir en une action mécanique. Exemple, moteur électrique, un vérin, qui soit pneumatique ou hydraulique, ou une simple lampe qui s'allume, va constituer une partie opérative. Les éléments de base d'un graphe 7. On a dit que, dans le cours précédent, que le graphe 7, c'est la contraction de 5 mots. Graphe fonctionnel de commande, étape, transition. Donc, comme son nom l'indique, c'est un graphe, donc une description graphique du fonctionnement de la commande et qui est constituée d'une succession d'étapes et de transitions. Donc, le graphe 7 est utilisé dans la représentation graphique conventionnelle des systèmes automatisés. Il se compose d'un ensemble de quoi? D'étapes auxquelles sont associées des actions, de transitions auxquelles sont associées des réceptivités et de liaisons orientées, reliant les étapes aux transitions et les transitions aux étapes. Donc, pour bien comprendre tout ça, un graphe 7, c'est quoi? Déjà, c'est une représentation graphique. Donc, on va prendre un fonctionnement qu'on va décrire et qu'on va représenter graphiquement. Comment? En utilisant une espèce de graphe constitué d'étapes. Les étapes, bien évidemment, se sont représentées par des carrés et de transitions qui vont nous permettre de passer d'une étape à une autre étape et de liaisons orientées qui vont relier les étapes aux transitions et des transitions aux étapes. Ensuite, les règles d'évolution d'un graphe 7. Comment un graphe 7 évolue? Comment est-ce qu'un système automatisé évolue? Parce que l'évolution du graphe 7 dépend de l'évolution du système automatisé. On ne fait que décrire le système automatisé, comment il évolue. La première règle, initialisation. La situation initiale caractérise le comportement initial de la partie commande.
vis-à-vis de la partie opérative et correspond à l'étape active au début du fonctionnement. Donc l'étape active, c'est la première étape par laquelle va commencer le système automatisé. C'est une étape qui va décrire une situation de la partie, bien sûr, opérative. Ça veut dire si un moteur est à l'arrêt, on va signifier que le moteur est à l'arrêt. Si un vérin a une tige rentrée, on va dire que la tige du vérin est rentrée. Donc on décrit l'état repos en général du système automatisé par cette étape initiale. Elle est représentée, comme vous voyez ici, par deux carrés inscrits l'un dans l'autre. Ça veut dire que c'est la première étape par laquelle on va commencer. Deuxième règle, franchissement d'une transition. Donc le franchissement d'une transition s'effectue si l'étape précédente est active et la réceptivité associée est vraie. Lorsque ces deux conditions sont réunies, la transition devient franchissable et obligatoirement franchie. Donc pour franchir une transition, on sait que la transition, c'est bien évidemment ce qui nous lie, ce qui plutôt sépare deux étapes entre elles. Donc pour passer d'une étape à une étape, on passe par une transition. Et je vous ai déjà donné l'exemple au cours précédent que la transition, c'est comme les postes frontières. Pour passer d'un pays à un pays, on doit passer par la douane. Ensuite, est-ce que mon visa est valide? Je passe. Si mon visa n'est pas valide, je reste au poste frontière. La même chose ici, la transition n'est franchie que si l'étape précédente est active et que si la réceptivité est vraie. Ça veut dire que les conditions de passage soient vérifiées. Ensuite, règle numéro 3, évolution des étapes actives. Le franchissement d'une transition entraîne simultanément l'activation de toutes les étapes immédiatement suivantes et la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes. J'ai un graphe 7, par exemple, avec une seule séquence. J'ai une étape active, dans ce cas transition validée, mais elle n'est pas franchie. Quand est-ce qu'elle va être franchie? Lorsque la réceptivité associée à cette transition est vraie. À ce moment-là, la transition va être franchie et du coup, je vais désactiver l'étape précédente et je vais bien évidemment activer l'étape suivante. Ici, on peut le voir. Pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, le premier cas, on a la transition qui sépare les deux étapes, c'est ça, c'est le petit trait entre les deux, et la réceptivité associée à cette transition, c'est A. A, logiquement, elle peut prendre deux valeurs, soit prendre la valeur 0, l'état logique 0, ou la valeur 1. D'accord? Donc en fonction de la situation du système automatisé. À un certain moment du système, l'étape 1 s'active. Donc si vous remarquez, on a mis un petit point ici, indiquant que l'étape est active. Dans ce cas, la transition, elle est validée. Donc une transition n'est validée que si l'étape précédente est active. Mais elle n'est pas franchie. Pourquoi elle n'est pas franchie? Parce que la réceptivité associée à cette transition est égale à 0. Donc on ne peut pas la franchir. L'état va rester stationnaire comme ça, jusqu'à ce que la réceptivité va passer à 1. Dès que B passe à 1, à ce moment-là, la transition va être franchie. Elle va provoquer simultanément la désactivation de toutes les étapes précédentes et l'activation de toutes les étapes suivantes. Donc on a désactivé l'étape 1 pour activer l'étape 2. Donc premier cas, la transition 1-2 est non validée, l'étape étant inactive. Cas numéro 2, l'étape 1 étant active, la transition 1-2 est validée, mais ne peut être franchie car la réceptivité n'est pas vraie. B est égal à 0. Et troisième cas, la transition 1-2 est franchie. Pourquoi? Parce que la réceptivité est vraie. B est égal à 1. Dans ce cas-ci, l'étape 2 est activée et l'étape 1 est désactivée. Ensuite, règle numéro 4. Évolution simultanée. Plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies. Cette règle de franchissement permet notamment de décomposer un graphe 7 en plusieurs diagrammes indépendants. L'exemple ici, on a l'étape 1. Pour passer à l'étape 2, on passe par la réceptivité C, x10. L'étape 10 à l'étape 11, C, x1. D'accord? Donc on a, si vous voulez, deux séquences uniques
C'est pareil. Mais n'empêche que cette même configuration, cette même schématisation, elle peut être représentée ici. Donc, l'étape 1 et l'étape 10, d'accord, ils sont reliés entre elles et on a une seule réceptivité qui va nous permettre d'activer les deux étapes 2 et l'étape 11. Donc, ça veut dire quoi? Dès que 1, 10 active, ça veut dire transition validée. Réceptivité franchie jusqu'à ce que C devienne égal à 1. Si C est égal à 1, dans ce cas, on va désactiver toutes les étapes, c'est ce que veut dire la phrase, simultanément toutes les étapes précédentes et on va activer toutes les étapes suivantes. Donc, soit représenté comme ça ou comme ça, c'est identique, c'est la même chose. D'accord? Donc là, plusieurs transitions simultanément franchissables et sont simultanément franchies. La même chose ici, deux étapes, bien évidemment désactivées et deux étapes activées. Ça veut dire que la transition a été franchie. Ensuite, activation et désactivation simultanée. Donc là, dans un certain moment, dans un graphe 7, le comportement parfois nous impose que, si on regarde un peu l'étape 1, d'après ce graphe 7, partir de 1, on a ce qu'on appelle ici une divergence en E. Divergence en E. Ça veut dire, automatiquement, dès que cette transition est validée, réceptivité vraie, automatiquement, on va désactiver 1 et activer 2. Mais si vous remarquez ici, je désactive 1. Pourquoi? Pour activer 1. Donc l'étape 1 va se trouver dans une situation, un ordre d'être désactivé par 2 et un ordre d'être activé par elle-même. D'accord? À ce moment-là, on donne la priorité à l'activation. D'accord? Donc c'est une activation prioritaire. Donc si au cours du fonctionnement de l'automatisme, une même étape doit être simultanément activée et désactivée, elle reste activée. Donc on donne la priorité à l'activation. D'accord? Donc je vais essayer pour... Ici, on a les différents types de graphes 7. On a plusieurs types de graphes 7. On a un graphe 7 de point de vue système. Ça veut dire qu'on ne fait que décrire le fonctionnement du graphe 7, présence d'un véhicule, qu'on a vu l'exemple du cours, le parking gère automatiquement, ouvrir la barrière, allumer R, on donne des ordres. Donc là, les réceptivités sont, si vous voulez, des phrases simples, mais par contre, les actions, ce sont des verbes à l'infinitif. Ouvrir la barrière, allumer la lumière, donc ce sont des ordres. Donc là, c'est de point de vue système. Ça veut dire un état, je dirais, un état brut du graphe 7. Ce graphe 7, on va essayer de développer un peu plus et on va passer au point de vue partie opérative. La partie opérative, quant à elle, on remplace carrément les mots et les verbes utilisés par une symbolisation de la partie opérative, par la position de capteur. Par exemple, quand on dit présence d'un véhicule, ça veut dire qu'on va déclencher un capteur B1. Présence de la voiture, S2, position de la barrière haute. Si vous revenez un peu à l'exemple étudié pendant le cours. Il y a un point de vue partie commande plus développé, là, la présence véhicule, la barrière, ça veut dire au lieu d'écrire ouvrir la barrière, je commande carrément un moteur qui va actionner la barrière. Moteur, position ou avant, marche avant. Par contre, pour point de vue partie commande, au lieu de commander, de dire AM, mais parce que réellement, je ne commande pas un moteur. Le moteur, c'est un actionneur. Et moi, quand je commande le pré-actionneur. Ça veut dire l'élément qui va fournir l'énergie électrique au moteur. Donc finalement, c'est un contacteur moteur, sens avant. D'accord? Et au lieu de me dire, par exemple, allumer lampe R, je vais commander un relais, c'est lui qui va commander la lampe R. Donc là, j'utilise carrément la technologie. Avant de passer à notre exercice, on va essayer ensemble, je vais essayer de vous montrer quelques systèmes automatisés, comment ça fonctionne, pour avoir une idée, en gros, sur le système automatisé. On va commencer par un système, voilà, c'est un système, une tête d'usinage. Donc le cycle de fonctionnement est le suivant, descente rapide, ensuite descente travail, et ensuite, bien évidemment, recul rapide. Là, c'est une machine qui nous permet de réaliser des perçages. Donc, on peut, pour s'amuser, essayer de réaliser
de décrire ce fonctionnement et de réaliser un graphe 7. On peut aussi voir, voilà, un système d'un wagonnet qui va transporter de la marchandise. Donc il est obligé de faire un circuit comme vous le voyez en labyrinthe. Et il s'arrête. Donc là, on part d'une position S2, cette étape initiale où rien ne fonctionne. Dès qu'on appuie sur le bouton départ de cycle, le wagonnet va décrire une trajectoire, il va se déplacer jusqu'à S4, ensuite revenir jusqu'à S3, ensuite aller jusqu'à S5, capteur S5, et revenir position initiale. C'est un wagonnet qui doit se transporter, par exemple, se déplacer entre des postes de travail, avec des pièces à son bord. On va voir un dernier exemple pour... Voilà. Donc là, on a un système qui permet... Donc on va charger, qui permet bien sûr de faire subir des pièces à des pièces un traitement. On va charger la pièce dans le bac. Ensuite, on va faire le départ de cycle. Le treuil, il soulève la pièce ou le lot de pièces. Ensuite, il se déplace pour les tremper dans une solution chimique pour leur faire subir un traitement de surface. Ensuite, il la remonte avec un temps de séchage et il la met. Donc l'opérateur, il n'a qu'à dépasser, bien sûr, qu'à déposer la pièce, voilà, et appuyer sur le bouton S7 pour provoquer, bien évidemment, le retour du système à sa position initiale. Donc tout ça, les trois systèmes qu'on voit, ce sont des systèmes automatisés que vous serez peut-être amené à automatiser. Donc vous devez passer par la réalisation, bien évidemment, d'un graphe 7. On va revenir un peu à notre exercice. On a vu trois systèmes automatisés, comment ils évoluent. On peut éventuellement leur faire leur graphe 7, rien qu'en décrivant le fonctionnement. Là, on va à un autre exercice. Donc l'exercice est le suivant. Sous l'influence de la force centrifuge, le voyageur d'un train est tiré vers l'extérieur de la courbe, voire figure ci-dessous. Ce phénomène physique a été, bien sûr, compensé comme suit. Donc là, on a un problème. Quand les voyageurs dans un train, arrivés sur une grande vitesse, arrivés à un virage, la force, l'accélération d'inertie, il va déporter les voyageurs dans un sens. Donc ça va leur causer, si vous voulez, une position inconfortable. Donc on peut le voir ici. Si le train roule tout droit, il n'y a pas de souci. Donc position du voyageur en train en ligne droite, pas d'accélération centrifuge. Donc le voyageur, il est confortablement assis, installé. Ensuite, dès qu'on arrive à un petit virage, la position du voyageur en virage, présente une accélération centrifuge non compensée. Donc si vous regardez ici, on a son poids vers le bas, on a déporté un peu vers la gauche, les deux, une résultante. Mais cet effort-là, il n'est pas compensé. Ça veut dire que ça va causer, bien évidemment, une position inconfortable chez le voyageur. Troisième cas, cette fois-ci, position du voyageur en train, en virage, accélération, centrifuge compensé. Là, si vous voulez, on a légèrement soulevé le wagon de manière à compenser l'accélération causée, bien évidemment, par la force centrifuge. Donc, le voyageur ne va rien sentir. Parce que on a gardé le plan horizontal, le voyageur va être déporté par l'inertie. Mais là, on a légèrement incliné d'un certain angle alpha, ici, pour compenser. Donc, c'est une accélération centrifuge compensée. Bon, comment ça fonctionne? Lorsque la vitesse V1 du train est normale, modérée, il n'y a pas grande vitesse, donc la compensation de l'accélération centrifuge est obtenue par l'inclinaison du train du plan des rails, par rapport au plan horizontal d'un angle alpha appelé le dévers. Le rail extérieur est plus haut que le rail inférieur. Donc là, l'ONCF, pour éviter ce problème, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il y a un virage, ils soulèvent légèrement d'un certain angle le rail de gauche,
supérieur, extérieur, par rapport au rail inférieur, pour que le compartiment ne se déporte pas vers la gauche, ne va pas être emporté par la force d'inertie. Lorsque la vitesse V2 du train devient plus importante et dépasse la vitesse normale, V1, ça veut dire que V2 supérieur à V1, le voyageur ressent à nouveau le non-confort lors du passage en courbe, force F2, causée par l'accélération centrifuge malgré la présence de l'inclinaison alpha. Donc quand la vitesse augmente, même s'il y a un certain angle alpha de la rail par rapport au plan horizontal, le voyageur ressent toujours cette position d'inconfort. Donc la compensation de cette accélération est remédiée par l'ajout d'une inclinaison complémentaire d'angle alpha prime, angle ce qu'on appelle de pendulation, assuré par un système de pendulation. Donc lorsque la vitesse augmente, on a ajouté bien évidemment à l'angle alpha des rails un autre angle alpha prime, cette fois-ci concernant le compartiment lui-même. C'est le compartiment qui va se pencher soit vers la droite, soit vers la gauche en fonction du sens du virage. Si le virage est à droite, dans ce cas, l'angle va être ouvert vers la gauche. Et vice-versa. S'il est vers la gauche, l'angle de l'inclinaison va être dirigé vers la droite. Le système de pendulation, représenté ci-dessous, est constitué principalement d'un actionneur électromécanique qui agit sur la traverse supportant le compartiment non représenté. Ce dernier pivote autour de l'axe longitudinal. La traverse est suspendue aux bougies à l'aide de biellettes libres en rotation. Donc le système qu'on va utiliser, c'est un moteur, bien évidemment, électromécanique. C'est un moteur électrique avec un réducteur de vitesse. C'est lui qui va permettre un compartiment soit de se pencher vers la gauche, soit de se pencher vers la droite. Donc l'actionneur électromécanique est composé essentiellement, puisqu'il va fournir une action mécanique en recevant une énergie électrique, on l'a appelé actionneur. D'un moteur électrique à courant continu piloté par un variateur de vitesse. Donc vous savez tout ce que c'est un moteur électrique courant continu, d'accord? Et il est commandé par un variateur de vitesse qui, bien sûr, comme son nom l'indique, il va permettre de varier la vitesse du moteur en fonction, bien évidemment, de l'inclinaison. D'un réducteur de vitesse à engrenage, donc là c'est une partie mécanique reliée au moteur. Si le moteur, par exemple, tourne à une vitesse de 100 tours par minute, on n'a pas besoin de 100 tours par minute pour pivoter, pour articuler le compartiment. On a besoin, par exemple, que de 2-3 tours par minute. Donc, d'où la nécessité d'utiliser un réducteur de vitesse à engrenage. C'est comme une boîte de vitesse qui va réduire cette fois-ci la vitesse. D'un vérin mécanique dont la transformation du moteur, du mouvement, est assurée par un système vis-écrou. Donc là, un vérin mécanique, donc ce n'est pas un vérin pneumatique, il est mécanique. Ça veut dire qu'on va donner un mouvement de rotation à la vis, d'accord? Et on va supprimer la translation de l'écrou. L'écrou, dans le système vis-écrou, l'écrou va se déplacer. Donc on va transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation. Donc voilà le système. Vous avez ici les roues du compartiment. Vous avez ici l'axe de la rail. C'est l'axe longitudinal, le long de la rail. Et ce qui nous intéresse tout, c'est cet actionneur. C'est l'actionneur électromécanique. C'est comme une espèce de ces moteurs, on a dit, avec un réducteur. Et ensuite, on a ici les biellettes, qui vont permettre de soulever le compartiment dans un sens ou dans l'autre en fonction de l'inclinaison. Donc le graphe ci-dessous représente les liaisons de l'actionneur électromécanique, des biellettes et de la traverse par rapport aux bougies. Ce sont des liaisons qui existent entre la biellette, par exemple, et la bougie. On a une liaison pivot. Entre la biellette et la traverse, on a aussi une liaison pivot. Entre l'actionneur électromécanique et la traverse, on a une liaison rotule. Et entre l'actionneur et la bougie, on a une liaison rotule. Donc, c'est les différentes liaisons qui lient les différents éléments du système. Partie opérative. Donc, le moteur à courant continu,
On va voir maintenant, on va essayer de voir le fonctionnement. Le moteur à continu qui actionne le système de pendulation est commandé par un variateur de vitesse. Il est mis en marche avant par un relais auxiliaire KAV. Donc là, on a un moteur, on a dit, c'est un actionneur. On ne le commande pas directement. La partie commande ne le commande pas directement. Il le commande à travers un préactionneur. Ça veut dire, pour un moteur électrique, le préactionneur, c'est un contacteur, un relais auxiliaire, KAV. Et en marche arrière, par un relais auxiliaire K-arrière. Donc si je vais commander la rotation du moteur avant, je commande le contacteur auxiliaire avant. Si je veux commander sens de rotation arrière, commande le relais auxiliaire arrière. Bon, le système de pendulation est géré par un automate programmable industriel, un API qu'on a vu tout à l'heure, de type module Zelio. D'accord? Donc la partie commande, elle peut être, on a dit, soit on peut utiliser un ordinateur, soit on peut utiliser un boîtier de contrôle, soit on peut utiliser un API, un automate programmable industriel, c'est le cas ici, et qu'on va voir le cours prochain. Bon, quand l'accéléromètre, 3 axes, détecte une accélération, centrifuge du train, en virage, deux contacts AP et AN commandent respectivement la marche avant ou arrière du moteur pour que le vérin mécanique assure l'inclinaison α' du compartiment dans un sens ou dans l'autre, afin d'étudier la commande du moteur. Donc là, on a utilisé un capteur, un accéléromètre. Son rôle de quoi? C'est de détecter s'il y a accélération ou pas. S'il y a une accélération, automatiquement, en fonction du sens, est-ce qu'on tourne vers la droite ou est-ce qu'on tourne vers la gauche? Si on tourne vers la droite, il va nous commander, on va automatiquement déclencher un capteur contact AP. Si on tourne vers la gauche, un capteur AN. Et c'est le capteur qui va envoyer un ordre, une information à la partie commande pour dire que, attention, il y a accélération à droite ou à gauche. À ce moment-là, la partie commande, en l'occurrence le module Zelio, l'API Zelio, il va donner un ordre au préactionneur qui va transmettre l'énergie à l'actionneur pour se déplacer dans un sens ou dans l'autre pour compenser exactement, évidemment, le défaut. On va passer maintenant au tableau blanc pour essayer ensemble de voir le fonctionnement et d'élaborer un graph-set fonctionnel. Donc la première étape, c'est l'étape, on va appeler l'étape par exemple 1, ça va être étape initiale, donc c'est une étape dans laquelle on va mettre deux carrés l'un au milieu de l'autre pour signifier que c'est une étape initiale. D'accord? Ensuite, le train il roule en ligne droite, c'est ça l'étape 1. On ne sait pas s'il va tourner à droite ou s'il va tourner à gauche. Tout dépend bien évidemment de sa position, de sa situation. Supposons qu'il va tourner à droite, par exemple. Donc là, on a deux solutions. Soit qu'il tourne à droite, soit qu'il tourne à gauche. Supposons qu'il va tourner dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Étape 2. Donc là, qu'est-ce qui va déclencher le système, on a dit? On a dit que le système va être déclenché par deux capteurs commandés par l'accéléromètre, soit à droite, soit à gauche. Donc là, on va dire que l'accélération ici, par exemple, accélération ressentie. Ça veut dire que le capteur, il détecte qu'il y a une accélération. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commander, automatiquement l'action va commander le moteur. Donc là, on va mettre moteur, sens avant. Pourquoi? Parce qu'on a capté, le capteur a détecté une accélération de côté. Ensuite, plus d'accélération. Lorsqu'il y a plus d'accélération, que va-t-il se passer? On doit passer, on va revenir à notre position initiale. Donc c'est très simple. Ici,
étape initiale, le train roule en ligne droite. On détecte une accélération. On commande, l'étape 2, on va commander au moteur de tourner dans le sens avant pour compenser cette accélération. Ensuite, dès qu'il n'y a plus d'accélération, on va revenir à notre situation précédente, initiale. Ensuite, deuxième cas, accélération sentie, par exemple, ici on va mettre à droite. Et là, on sent une accélération à gauche. Dans ce cas, on va commander étape 3, moteur, sens arrière. On va demander au moteur de se tourner dans le sens arrière pour compenser l'accélération. Il ne faut plus d'accélération. On va revenir à la position initiale. Donc c'est un graphe 7 très très simple, mais qui va nous permettre de compenser le non-confort que va sentir le voyageur pendant les virages d'un train à grande vitesse. D'accord? Donc là, on va, ce petit schéma ici, ce petit graphe 7, on va passer pour le voir réellement comment on va le concrétiser. Bon voilà, une fois le graphe 7 terminé, et pour l'exploiter, on doit étudier un peu ce qu'on appelle le tableau d'analyse. On va analyser étape par étape qu'est-ce qui permet d'activer les étapes, qu'est-ce qui permet de les désactiver et quelle est la sortie. Si on regarde un peu l'étape 1, elle est activée par quoi? Si vous vous rappelez un peu du graphe 7, elle est activée par l'étape E4 et par la temporisation. Donc il faut que l'étape E4 soit active et que la temporisation durée terminée. À ce moment-là, on va activer l'étape 1. Par contre, l'étape 1, on a dit, une étape est désactivée par l'activation de l'étape suivante. Donc si vous regardez d'après le graphe 7, l'étape 1 est désactivée par l'étape 2 ou par l'étape 3. Ça veut dire soit par un virage à droite ou un virage à gauche. Il n'y a pas de sortie, c'est une étape initiale. Par contre, l'étape 2 est activée par l'étape 1 et que la courbe à droite. Il faut que l'étape 1 soit active et que le capteur AP soit actionné. Elle est désactivée bien évidemment par l'étape E4 et la sortie, c'est moteur avant. L'étape 3, quant à elle, elle est activée par l'étape 1 et la courbe à gauche. Elle est désactivée elle aussi par l'étape 4 parce que les deux étapes finissent dans la temporisation, ici. La sortie, c'est le moteur arrière. L'étape 4, elle est activée par E2, par étape 2 ou par l'étape 3. Et en même temps, il faut que l'accélération soit compensée, soit par E2 ou par E3. Elle est désactivée par l'étape 1 et la sortie, c'est l'action temporisée. Maintenant, on va passer en utilisant carrément les capteurs pour mieux signifier les équations. Donc l'étape 1, activation, étape 4 et T, temporisation. Désactivation, étape 2 ou E3. L'étape 2, activation, c'est l'étape 1 et je mets l'accent sur et. C'est un produit logique. E1 et AP et non AN. Donc il faut que E soit active et que AP soit égal à 1 et absence de AN est égal à 0. À ce moment-là, je vais activer l'étape 2. Et je vais la désactiver par l'étape 4. Et la sortie, c'est KAV, donc c'est le contacteur auxiliaire qui va commander le moteur sans avant. Par contre, l'étape 3, elle est activée par l'étape E1, de la même manière que l'étape 2, et AP, non AP et AN. Si vous regardez, c'est le contraire de l'étape 2. Et ça, ce sont des conditions de sécurité. Parce que si jamais le capteur est coincé ou bloqué, il ne faut pas que ça marche. Donc l'étape 1 active, il ne faut pas que le capteur AP soit actionné et il faut que le capteur AN soit actionné. D'accord? Donc là, non AN, là non AP. Désactivation, c'est l'étape 4 et la sortie, c'est le contacteur auxiliaire sens arrière. L'étape 4, c'est une étape, si vous voulez, c'est là où convergent les deux séquences. Donc elle est activée par quoi?
par l'étape 2 et non AP, d'accord? Ou là, c'est la somme logique. Ce n'est pas le plus qu'on a, vous avez l'habitude de voir, non, c'est une somme logique. Ou l'étape 3 est non AN. D'accord? Il ne faut pas que AP soit actionné, il ne faut pas que AN soit actionné. Et il faut que l'étape 2 soit active ou l'étape 3 active. Le OU, si vous regardez, si vous vous rappelez un peu le schéma, c'est un montage en parallèle. C'est comme si vous réalisez un montage en parallèle. La désactivation, elle est obtenue par l'étape 1. Donc c'est 1 qui va désactiver E2. Et l'action de sortie, c'est TM. Donc là, ce sont les équations de sortie. Ça veut dire, si je veux automatiser, passer à l'action et utiliser l'API, l'automate programmable industriel Zelio, je dois utiliser ces équations-là. Bien évidemment, pour les introduire, pour que le fonctionnement puisse avoir lieu. Merci pour votre attention. J'espère que j'étais assez clair et à très bientôt, j'espère.